Un crash à 2 milliards de dollars. C'est probablement le crash le plus cher de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, OSS 117 a quelque chose à vous dire. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et là, c'est 2 milliards. C'était le 23 février 2008. Nous sommes à Guam et il s'agit du seul crash d'un B2, ce fameux B2 Spirit. Et pour être précis, c'est le Spirit of Kansas. Car chacun de ces avions, il y en avait 21, est le Spirit d'un État américain. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre comment l'humidité a eu raison de cet avion absolument incroyable, qui a une capacité d'emport de 16 bombes nucléaires B-83 de 1 tonne 100, ou si vous souhaitez faire du conventionnel, de 80 M82 JDAM. Pour vous donner une idée, en rafale, au combat, nous on en emmenait 4. Généralement, on peut en prendre 6. Eux, ils en prennent au maximum 80. Bref, un autre monde. Allez, jingle. Notre avion, il appartient au 393e Bomber Squadron. Alors, c'est l'escadron, il appartient à une wing, à une escadre, à la 509e, et ils sont basés à White Mine Air Force Base, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, car on ne les voit pas dehors, ils sont rangés dans des hangars de manière à ce que l'humidité, la température, la pression soient parfaitement contrôlées afin de protéger ces avions extrêmement sensibles. Notre avion avait 5176 heures quand il a décollé, avec comme commandant de bord un major, un commandant, le commandant Link, et un capitaine, le capitaine Grieve, en place droite. Il sortait de 4 mois de déploiement à Guam et devait retourner à Whiteman à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à cet accident, juste quelques minutes après, un autre B2 qui était déjà en vol, qui devait retourner vers les US, a fait demi-tour, a été rappelé pour se reposer à la base, et ils ont décidé d'arrêter les 20 B2 restants, ce qu'ils ont appelé une safety pause, une pause pour la sécurité, où ils disaient en cas de guerre, on va les envoyer, mais là, on ne les fait pas voler. Et cette pause a duré 53 jours. Ça vous montre à quel point la sécurité est importante. Et en cas de doute, il n'y a pas de doute, surtout avec une flotte de B2 à 2 milliards pièces. Pour compenser tout ça, en urgence, ils ont envoyé 6 B-52 à Guam pour remplacer les B2. Juste avant de dire ce qui s'est passé, le B2, c'est Northrop qui s'en est occupé, mais vous avez également Boeing, Hughes, Vaughn qui ont travaillé sur le programme. Ils ont été fabriqués de 88 aux années 2000. Le premier vol, c'était en 1989. Je rappelle que le présentateur du Rafale, le proto, c'était en 86. Et le programme, alors on se fait un petit peu mal à la tête quand on regarde les prix. Certaines sources disent qu'il a coûté 4,2 milliards de dollars par avion. Mais je crois que s'il y a une chose à retenir, c'est qu'initialement, ils en voulaient 132. Et au final, ils en ont eu 21. Alors attention, ce sont 21 qui d'un coup peuvent faire 11 000 km ou sur un ravito faire 19 000 km tout en volant subsonique au niveau 500, comme un Rafale. C'est des avions qui ont été utilisés au Kosovo, en Irak, en Afghanistan, en Libye et même récemment, on en a parlé sur la chaîne, au Yémen. Parler d'asymétrie. À l'heure actuelle, il en reste 19. Un a été perdu en 2008 sur ce crash. Un autre suite à un incendie en 2021 qui a d'ailleurs amené à un autre arrêt de la flotte pour raison de sécurité. Toujours est-il, les Américains ont annoncé récemment bien que ce B2 allait être remplacé par le B-21, le Raider, qui reprend un petit peu la philosophie avec cette aile volante gorgée de pétrole, très difficile à détecter avec des ondes radar classiques, qui a vocation à pouvoir amener une grosse puissance de feu en profondeur en territoire ennemi. À l'heure actuelle en France, nous avons fait le choix de ne pas avoir de bombardiers comme ça. C'est vraiment, si je puis dire, un luxe pour les grandes nations qui ont beaucoup de budget de pouvoir maintenir des flottes de bombardiers. À noter que d'autres avions avaient été abîmés. Le 13-14 septembre 2021, il y a le Spirit of Georgia à Whiteman qui avait fait une sortie de piste à cet essu grâce aux images satellites Google où on voyait l'avion qui était sorti de la piste. Et il y a eu un arrêt de la flotte, comme je vous disais, qui a duré quand même longtemps, qui a duré du 10 décembre 22 au 18 mai 2023. Vous êtes sur un avion à vide qui fait 71 tonnes,
C'est grosso modo le poids d'un 737 quasi plein. Et en masse maximum au décollage, vous êtes sur 171 tonnes. Ça veut dire qu'il y a 75 tonnes de fuel à bord quand même, pour vous donner une idée. 4 réacteurs qui vont pousser 7 tonnes 7, un peu comme le réacteur du Rafale. Et vous l'avez vu dans Independence Day ou encore dans Cloverfield, cet avion. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il a été perdu ? On voit ces images qui sont extrêmement impressionnantes. Vous voyez bien que la rotation est trop forte, que l'avion va monter, va se retrouver dans une sorte de second régime et que, en fait, si on regarde de face, un avion s'est réfléchi pour fendre l'air. Or, quand vous avez trop d'incidence, vous avez trop d'assiette comme ça là, eh bien vous vous retrouvez à avoir toute votre aile, alors imaginez sur une aile volante, qui vient venir frotter et qui fait en fait aérofrein. Le but d'un avion, c'est de bien pénétrer l'air, d'avoir un bon coefficient de pénétration. Quand vous êtes comme ça, eh bien le seul moyen de réaccélérer, ça va être, comme ils disent chez Air France, de capitaliser sur la perte d'altitude. Vous allez devoir rendre la main. Or, si vous êtes à 5 mètres sol, ça va être compliqué. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça ? 1, on fait une rotation à une vitesse qui nous permet de ne pas avoir trop d'incidence. Et numéro 2, on ne tire pas comme des dahus à la rotation. Sauf que là, il y a eu un problème. Un double problème. Le problème, c'est qu'à cause de l'humidité au niveau des capteurs et des sondes, l'ordinateur recevait des informations qui ne sont pas bonnes. Que vous volez sur Rafale, sur A330, sur Dreamliner, sur B2, ce n'est pas comme sur Super Étendard, ou sur Fuga ou DR400, où quand vous mettez du manche d'un côté, ça fait bouger des tringles ou des circuits hydrauliques, ça envoie une commande électrique vers un cœur informatique. Et ce cœur informatique, il se nourrit de toute la data collectée par vos senseurs sur la peau qui peuvent, et dans ce cas-là qui ont été, gênés. Si la data que vous recevez, elle n'est pas bonne, les décisions risquent de poser problème. Et là, la data était corrompue, était mauvaise. L'équipage ne le savait pas et ils avaient une surestimation de la vitesse depuis leurs indicateurs, depuis leurs instruments. Ce qui a amené l'équipage à faire la rotation 12 nœuds, une vingtaine de km/h trop tôt. Donc si avec votre avion, vous faites une rotation trop tôt, soit vous allez toucher de la queue comme ça, soit dans tous les cas, vous allez vous retrouver avec moins de protection par rapport au décrochage et il va falloir être beaucoup plus souple que d'habitude. Décoller 10 nœuds trop tôt, normalement, ça ne pose pas de souci. Si vous ne tirez pas trop fort, vous rendez un petit peu la main, ça va. Mais si vous tirez trop tôt, sans le savoir, et qu'une fois que vous avez décollé, votre système informatique fait un bug et se retrouve tout seul à donner un ordre à cabrer, eh bien là, c'est pas une situation d'avenir. Notre pauvre équipage ne pouvait pas faire grand-chose. Donc ils se retrouvent à essayer de piloter comme ils peuvent dans les conditions, mais à un moment, vous avez une aile qui va un peu décrocher, qui va s'affaisser, qui va toucher, et là, ils ont fait la seule chose qu'il fallait faire, ils se sont éjectés. Pas de mort dans cet événement. L'équipage a essayé de récupérer, mais la situation était tout simplement pas récupérable. En résumé, des informations erronées qui arrivent au calculateur, une rotation involontairement effectuée 12 nœuds trop tôt en suivant des informations qui étaient fausses au niveau des instruments, un avion qui tout seul vient chercher 30 degrés vers le haut alors que déjà il est trop lent, une manière de venir chercher ces 30 degrés extrêmement brutale, l'avion a pris 1,6 G, ce qui vient en plus vous faire perdre de l'énergie, et c'est donc Spirit of Kansas qui finit au sol avec un équipage qui a fait ce qu'il fallait, se sauver. S'assurer que l'avion ne va faire aucune victime au sol et sortir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est en février 2008. Si on parle commande de vol, des sondes d'incidence qui ont des problèmes, vous pensez forcément à ce qui s'est passé moins d'un an et demi après, l'Air France 447 avec ses sondes Pitot qui se retrouvent gênées et bloquées par de la glace. Dans l'aviation ligne, derrière, on a eu des cas très connus, 2018, 2019, avec le 737 MAX, une mauvaise information d'angle d'attaque qui va déclencher le système MCAS, qui va faire piquer l'avion du nez. Si vous voulez qu'on traite le sujet, on pourrait en parler si vous souhaitez. Moi, j'ai fait ma formation sur MAX. Mais il y a eu d'autres cas également. Vous avez par exemple le vol Qantas 72, un Airbus A330 qui, en 2008, quelques mois seulement après, 5 mois après le crash du B2, faisait Singapour-Perth en Australie, a eu 100 blessés à bord parce qu'au niveau 370, ils ont eu un souci au niveau de l'Air Data Inertial Reference Unit. Donc ces systèmes informatiques qui viennent gérer tous ces points-là. L'avion s'est cru en décrochage, un peu comme le MCAS, et d'un coup, a bourriné vers le bas. Et ça a fait beaucoup de blessés. Si vous souhaitez qu'on en parle, on pourra en parler parce que vous voyez, c'est très intéressant de voir 2008-2009, il y a eu vraiment un enchaînement où l'industrie, en un laps de temps très court, a eu
pas mal de soucis avec ses commandes de vol électriques. Le temps qu'on en tire des bonnes leçons, derrière, eh bien, il y a eu cet enchaînement. Pour ce qui est de l'aviation militaire, vous avez des RQ-4 Globalo qui ont déjà été perdus à cause de ce genre de soucis. Mais, rappelez-vous, sur la chaîne, on en a parlé. Un Mirage 2000D qui décolle d'Afrique, qui a vu l'éjection de son équipage. Pourquoi? Parce que au niveau des sondes, l'information de vitesse n'était pas bonne, elle était obstruée par des petits insectes. Donc que vous soyez pilote d'ULM, pilote d'avion léger, pilote de petit avion de transport, n'oubliez pas de bien vous assurer, là c'est l'été, qu'il n'y a personne ou rien qui vienne gêner vos petites sondes qui sont indispensables à avoir des informations, de la data qui soit bonne dans votre cockpit. C'est vrai sur petit avion, c'est vrai également dans le monde de l'entreprise, l'importance de ne pas avoir de la mauvaise data pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des parallèles très intéressants entre le monde de l'informatique, le monde de la data, le monde de l'aérien. C'est une thématique sur laquelle on intervient souvent aussi. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne, pourquoi pas en intervention dans votre entreprise, pour votre prochain séminaire, pour votre prochain team building. Sinon, on peut voler ensemble sur le bassin d'Arcachon. On a une toute nouvelle entreprise qui s'appelle Deeplane qui a acheté 2 ULM. Et nous proposons des baptêmes, également des formations avec ULM Sud Bassin, qui est une super association qui va vous permettre de voir le bassin d'Arcachon du ciel. Je vous laisse parce que là, il faut que je parte au terrain justement. On a 2 baptêmes patrouilles cet après-midi. Et croyez-moi, je vais bien faire mon tour avion et bien vérifier que mes sondes sont en parfait état. À très vite sur la chaîne et fly safe.